j'espère que vous allez bien. Je vais faire une conférence que j'ai faite il y a 3 mois à Lyon. Donc ceux qui l'ont déjà vu, désolé. Mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est un sujet qui est assez vivant et vif pour moi en tant que designer. Et donc je vais essayer de vous l'apporter au mieux, notamment sur les questions de concevoir demain. Parce que c'est un sujet, nous en tant que praticiens du design, on se demande toujours, certes comment on faisait hier, mais aussi vers où on va avec tous nos savoir-faire, nos métiers, etc. Donc je me présente, je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer indépendant depuis 13, bientôt 14 ans. Je ne vous parlerai pas de moi aujourd'hui, j'ai créé un petit atelier qui s'appelle Design and Human, un atelier design dans lequel je fais beaucoup de projets très différents et si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Vous pouvez avant on disait googler sur Google, là vous pouvez me pointer, me DuckDuckGoer, me chercher sur DuckDuckGo, ça marche tout aussi bien et c'est plus privacy compliance, c'est plus respectueux de la vie privée que Google. Donc tout d'abord, pour me présenter, d'abord je suis désolé parce que je suis designer. Je ne sais pas si dans la salle il y a des designers également, je ne sais pas si levez la main. N'ayez pas peur, c'est pas grave. Ok. Non, moi je suis désolé, voilà. Je suis désolé parce que je suis designer et parce que tout simplement quand on est designer, dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire des gens, quand on parle à nos amis, nos familles, nos parents, etc., les designers c'est ça, hein, c'est qu'on fait du fashion design, du design d'interface, du design de PowerPoint, du design de voiture parfois. Et puis je vous ai mis des belles photos e-stock volontairement parce que ça fait partie aussi de l'imaginaire du design. Hein. Le design aussi pour beaucoup c'est des beaux objets. Ça vous connaissez peut-être, hein, c'est un presse-agrumes de Philippe Starck. Philippe Starck, dès qu'on parle de ce personnage, ça équivaut à design français égale Philippe Starck. Donc c'est un presse-agrumes, je vous invite à le tester à l'occasion, ça marche pas très bien, mais c'est un objet élégant qui coûte cher. Aussi dans le design, on construit aussi des interfaces parfois pas toujours respectueuses de la vie privée ou qui rendent un peu addict, qui rendent un peu accro. Pour ça, je suis désolé aussi. On fait aussi du design pour hier, en quelque sorte, donc on fabrique des voitures parfois, donc des voitures qui marchent à l'essence, au pétrole et tout ça. Donc on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi en tant que designer à faire ce genre de choses, et c'est beaucoup d'énergie, vraiment, énormément. Les designers aussi, on fait des visuels de publicité, donc ça c'est une publicité que je voulais vous montrer, totalement sexiste, hein. C'est une jeune femme qui dit que l'astronomie c'est pas trop son truc, mais que l'anatomie de son voisin, oui. Bon, c'est une publicité pour Cdiscount. Voilà, on est aussi designer à faire parfois ce genre de visuel. Et puis aussi les designers, pour beaucoup c'est des logos, alors il y a plein de logos dans tous les sens, des logos parfois plus ou moins réussis. Vous remarquerez que le logo du Pôle emploi ressemble beaucoup au logo du loto, avec ces petits reflets bombés. Quand j'ai mis ça en page, je me suis dit tiens, c'est vrai qu'ils se ressemblent ceux-là. Des logos politiques, quand on fait un logo politique, on soutient son candidat aussi au passage. Et puis, pour moi, il y a autant de pratiques du design que de designers. Et c'est ça qui est génial d'un autre côté, c'est qu'on est très nombreux, on fait tous des métiers très différents. Évidemment, on n'est jamais d'accord sur qu'est-ce que c'est que le design, là où ça commence, là où ça s'arrête. Mais il y a une pluralité, une diversité qui fait aussi la beauté et l'intérêt du design. Et donc, évidemment, comme je disais, il y a beaucoup de définitions du design. On pourra en reparler après. Mais il y a une définition, moi je voulais juste vous sortir ce soir pour vous la montrer. C'était que c'est la définition d'Alain Findely, qui est professeur à l'université de Nîmes, et qui dit que la fin ou le but du design, bonsoir, c'est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Donc c'est une définition qui est un peu dense, qui est un petit peu touffue, qui ne se comprend pas au premier abord, mais que je trouve assez belle parce qu'elle parle de maintenir l'habitabilité du monde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a pas mal questionné, c'est-à-dire qu'on peut l'améliorer, de vivre ensemble, le fait que le monde soit habitable. Aujourd'hui, on se pose beaucoup des questions sur est-ce que notre monde, il est habitable, pendant combien de temps, est-ce que là où je vis, je peux vraiment habiter le monde? Et habiter, ça veut dire habiter soi-même, habiter avec les autres, être vivant, être épanoui, être heureux, etc. Et donc maintenir un petit peu cette cohésion. Donc en réalité, on ne se voile pas la face, hein. Le design, l'innovation et le design, pour beaucoup encore, c'est ça. C'est des innovations, par exemple de la reconnaissance faciale. C'est des projets très innovants qui font un peu rêver tout le monde. Et en même temps, reconnaissance faciale, si demain vous faites pirater votre mot de passe, évidemment vous pouvez changer votre mot de passe. Si demain vous faites pirater votre visage, ce sera un peu plus compliqué de changer de visage. Donc c'est pas non plus très pratique. On a aussi beaucoup de design pour demain
qui sont des designs par exemple pour Philip Morris, hein, qui essaye de designer le smoke-free future, donc le design libéré de la fumée. Je vous invite à aller voir leur site, hein. Il est extrêmement bien conçu, c'est extrêmement bien fait, mais quel est le propos derrière? Et puis aussi, on a des affiches très très belles, hein. Ça, c'est une affiche pour l'UDC, l'Union démocratique cantonale, une affiche suisse, la partie d'extrême droite, vous l'aurez compris, et avec une très belle typo, c'est bien calibré, les couleurs sont en aplat, etc. Mais bon, c'est un petit mouton blanc qui pousse un petit mouton noir en dehors de son pays, donc on est clairement sur du racisme, et pourtant l'affiche fonctionne bien, elle est élégante, ça marche bien. Donc ça aussi, ça fait partie des paradoxes un peu du design. Moi-même, en termes d'habitabilité du monde, hein, on est amené à se poser des questions. Moi-même, quand j'étais en stage, le premier stage que j'ai notamment fait des bannières pour McDonald's. Moi-même, j'ai contribué à ma petite façon à détruire l'habitabilité du monde. Je n'en suis pas exclu. Et donc je vais vous poser plein de questions ce soir. Je suis désolé d'avance parce que j'espère que ça ne va pas vous questionner trop. Notez hein, si vous voulez certaines questions. Vous ne trouverez peut-être pas les réponses tout de suite. Moi, il y a certaines questions sur lesquelles je n'ai pas les réponses, mais j'y réfléchis beaucoup. Déjà, c'est quand est-ce que la dernière fois que vous avez détruit l'habitabilité du monde? Par votre travail, mais par plein d'autres façons possibles. Et on le fait, et c'est comme ça, et c'est la vraie vie. Et sauf que ce que je dis avec nos conneries, passez-moi l'expression, le monde s'effondre. Alors là, c'est là où la conférence devient un petit peu plus sérieuse, c'est qu'avec toute notre façon de travailler et cette façon parfois d'être contre-productif face à l'habitabilité du monde, on détruit un petit peu tout cet écosystème. Et donc on passe actuellement à notre époque de l'Holocène, donc qui est une époque géologique majeure qui a duré environ 10-12 000 ans, qui assure à peu près la stabilité des éléments sur la planète, à l'Anthropocène, qui est en gros l'humain, qui est la force géologique majeure. Donc l'humain devient un élément déclencheur pour modifier un peu tout ce qu'on connaît sur la planète, donc que ce soit la météo, les températures, les océans, la biodiversité, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça Anthropocène. L'Anthropocène se résume très rapidement, je ne vais pas vous le faire en long, large, en travers, mais d'abord par l'accélération de tout, l'accélération des disparitions, l'accélération des catastrophes climatiques, etc., etc. Il y a une grosse accélération globale. Il y a des ressources qui sont épuisées, donc évidemment, ça je ne vous fais pas un détail, mais le pétrole notamment, mais bien d'autres ressources qui s'épuisent de plus en plus. L'imprévisibilité du climat, aujourd'hui on a une très belle journée d'ailleurs, mais en tous les cas, ça c'est un des facteurs de l'Anthropocène. Tous les verrouillages sociotechniques, c'est-à-dire les choix qu'on a fait par le passé, les choix techniques, le moteur notamment, l'électricité, le nucléaire, etc., qui sont des verrouillages sociotechniques. Et quand on essaye de les détricoter, quand on essaye de remonter un peu le fil de l'eau, c'est extrêmement compliqué de les déverrouiller parce qu'ils sont intriqués avec tout le système, toutes nos sociétés, et donc à enlever c'est extrêmement complexe. Et puis au global, tout ça de l'Anthropocène, ça résulte sur la fragilité du système au global, c'est-à-dire que le système vrille très rapidement, très facilement. Je vous mets aussi le rapport de l'Oxfam hein, sur l'Anthropocène, à savoir qu'en gros, on a au niveau des pourcentages d'émissions de CO2, on a les 10% des personnes les plus riches sur la planète émettent 50% des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une réalité. L'Oxfam, il sort des rapports très régulièrement, donc j'invite vraiment à aller voir ce qu'il raconte. Mais une question aussi que je me pose, c'est comment est-ce que nous, on ne fait pas partie de ces 10%? Comment est-ce qu'on peut sortir de ces 10% d'individus sur la Terre qui émettent plus de gaz à effet de serre, la moitié des gaz à effet de serre que le reste des habitants de la planète? Donc ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais ça mérite d'être posé. Tout ça, c'est très bien résumé, cette pensée sur la question d'effondrement, hein, j'invente rien, avec le terme de collapsologie qui a été inventé par Pablo Servigne dans un livre hyper intéressant qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Je ne sais pas si certains l'ont lu dans la salle. Ouais, une personne, deux. C'est un livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui essaye de décrire de façon assez globale ce phénomène de collapsologie, donc d'effondrement. Ils ont sorti un autre livre très récemment que je vous invite à voir et à lire, qui s'appelle « Notre fin du monde est possible », qui est un livre qui aborde, on va dire, plus ces questions de résilience humaine et psychologique aussi. C'est une petite parenthèse, vous pourrez aller voir aussi. Donc au global, pour résumer, toutes ces questions d'effondrement, on a plein de changements, donc les limites d'extraction des minerais, ça va être de plus en plus compliqué, hein, tous les minerais qui servent à faire mon ordinateur, mon téléphone, la souris, le micro que je tiens dans la main, etc., ça peut être un peu compliqué. On a de moins en moins de sable pour faire du béton, parce que c'est un sable assez spécifique qu'il faut pour faire du béton. Augmentation de 3 degrés de la température, ça c'est le GIEC qui nous dit ça. 3 degrés c'est en moyenne, si tout va bien, il va faire très chaud, effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Le taux de retour énergétique, à savoir qu'avant on était sur 1 sur 100, et là on est, 100 sur 1, pardon, et là on a 10 sur 1, c'est-à-dire qu'il faut 10 barils de pétrole pour en extraire un seul, donc c'est de moins en moins rentable
d'extraire du pétrole, en gros. Donc c'est de plus en plus compliqué, les terres rares, etc. Donc tout ça c'est résumé depuis 1972 par le rapport Meadows, qui est tout simplement de dire qu'il y a un collapse, c'est-à-dire que vous voyez les ressources tout doucement qui s'effondrent, et puis les besoins en nourriture, en population, la production de services qui augmente. Donc quand ces courbes se croisent, globalement, c'est ce qu'on appelle un collapse, c'est-à-dire ça s'effondre. C'est à peu près dans la période dans laquelle on est, 2010, 2020, 2030, on est dedans. Donc je ne veux pas vous stresser volontairement, c'est un truc réel, c'est un truc simple, c'est un truc assez majeur dont il faut un peu avoir conscience, qui est parfois marketé ou martelé ou médiatisé beaucoup, mais en tous les cas c'est quelque chose qui est assez marquant, en tout cas pour moi en tant que designer. Et quand je pense à tout ça, je repense à mes professeurs quand j'étais étudiant en arts déco, qui me disaient d'un point de vue très lyrique et très romantique presque, que la contrainte c'est un moteur pour le designer. Ils me disaient « Ah Geoffrey, fais une peinture en noir et blanc avec juste un pinceau et puis 3 fois rien. Ok, c'est une contrainte, tu vas devoir être créatif avec cette contrainte. » Et quand je vois tout ce que je viens de vous montrer, je me dis que là la contrainte, ça va être un sacré moteur pour le designer, parce que les contraintes elles vont être bien costaudes. On va plus pouvoir s'amuser autant qu'avant et il va falloir jouer aussi avec ces contraintes et il va falloir être assez créatif. Et donc dans ces contraintes, voilà, je vais vous poser des questions, des challenges. Demain, comment est-ce qu'on fait du design si on n'a plus d'électricité? Intéressant, on peut peut-être en faire, on arrête, je ne sais pas comment ça marche. Mais comment on fait du design en dehors du capitalisme? Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, il y a des trucs à imaginer, à inventer. Comment est-ce qu'on fait du design dans un monde avec plus 3 degrés au global? Ça ne veut juste pas dire qu'il fera 23 au lieu de 20, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres conséquences. Comment on fait du design en temps de guerre? Parce que ça aussi c'est des conséquences. Est-ce que c'est encore utile? Si oui, quel type de design? Comment on fait du design quand la population s'effondre? Parce que ça aussi, ça fait partie des conséquences. La population ici, en France, ne s'effondre pas. Dans d'autres pays, ça commence parfois à cause des guerres notamment. Est-ce qu'on fait encore du design? Et comment on fait aussi du design plus globalement dans un avenir non linéaire, où on ne sait pas trop comment on va se faire manger demain dans les années à venir. Et comment est-ce qu'on fait des plans un peu sur la comète. Et puis, de façon plus positive, comment on fait du design pour bâtir des nouveaux récits. Parce que ça va être ça aussi, de se retrousser les manches, de proposer aux gens des nouvelles façons d'imaginer demain. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de croissance, etc. etc. Comment est-ce que justement on bâtit, nous, designers, et aussi entrepreneurs, et aussi des gens qui font du code, et aussi dans tous les métiers différents, ça fonctionne. On peut construire ces nouveaux récits pour imaginer demain. Et comme le dit Pablo Serling dans son bouquin, comment est-ce qu'on peut entrer dans cette tempête le mieux possible, avec les armes qu'il faut, avec la sérénité qu'il faut, avec l'intellect qu'il faut, avec les outils qu'il faut, avec le collectif qu'il faut. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous, designers, on est un peu des clichés parfois et on est un peu tout en haut de la chaîne alimentaire du design. Si demain il y a un petit problème, les designers, on risque de se faire manger en premier. On aura besoin d'agriculteurs, de médecins, de soldats éventuellement, mais en tout cas, le côté du designer, c'est un petit peu compliqué. Donc parfois, on imagine aussi des solutions. Il y a toute une vague des solutions, on va trouver des solutions, on fait du développement durable. On va continuer la ville très forte et très croissante, mais verte. On va rendre verte la ville. Donc on parle de développement durable. On devient éthique, avec plein de guillemets. Donc on met du vert, on change un peu son logo, et puis on met l'origine de nos produits. Voilà. Ou aussi on lance des labels avec la croissance verte. Alors ça, c'était il y a quelques années, ministère de l'Environnement avec la Green Tech verte. Voilà, ça existe, ça a existé. Donc toujours dans cet imaginaire du progrès, de la croissance, de il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, et on remet du vert dedans quand même. Parce que bon, quand même. Et donc c'est une question que moi je me pose, honnêtement, sincèrement, est-ce qu'on doit encore être designer aujourd'hui? C'est une question qui parfois m'empêche de dormir, je ne vous le cache pas, qui est un petit peu complexe aussi, mais à laquelle j'essaie de trouver des réponses. Et au fond de moi, je me dis quand même, depuis des années, depuis longtemps, avant même que le mot designer existe, il y a un rôle majeur du design. On travaille, on se lève, on fait des études, on réfléchit beaucoup, on produit, on a des outils, on réfléchit énormément et on travaille aussi avec beaucoup de gens. Et il y a malgré tout un rôle majeur. C'est notamment Dieter Rams qui disait ça dans ses 10 grands principes du design. Son 5e grand principe en 1970, c'était que le good design is honest. Un bon design ne doit pas manipuler son consommateur, son consumer, avec des promesses qu'il ne peut pas tenir. Donc derrière, déjà, il y a cette idée d'honnêteté par le design. Le design aussi, c'est important. Ça vient manipuler un petit peu et influencer la vie humaine. Aujourd'hui, on a des outils de design au quotidien sous nos yeux, dans nos poches, dans nos mains, etc., etc. Et on peut venir plus ou moins faire agir ou réagir les gens grâce au design, à cause du design ou avec le design. Donc c'est un outil quand même qui est pour moi assez puissant et on peut faire beaucoup de choses avec.
Et aussi, on est responsable, quand on fait du design, on est responsable des produits qu'on sort, qui peuvent faire un peu briller les yeux, et après qu'on met dans les mains des gens. Ça, c'est un Google Home qui sert à être mis et à interagir avec la voix, etc., qui nous écoute, et toutes les questions de vie privée qui vont derrière. Les questions aussi, il y a des histoires très intéressantes avec les enfants qui interagissent avec ce dispositif quand ils leur parlent, etc. Bref, c'est des responsabilités aussi qui nous incombent. Et nous, en tant que designer, on parle souvent de design éthique. Alors, je vous dis tout de suite, le design éthique, ça n'existe pas, hein, c'est pas vrai. Je vois des sourires. Il y a des gens dont l'outil c'est le design et qui se posent des questions et qui prennent des décisions éthiques parfois. Après, il n'y a pas une éthique, il y a plein d'éthiques. Ça, c'est un sujet assez vaste aussi. Mais il n'y a pas un design éthique et un design pas éthique. Ça n'existe pas. Il y a toute une frontière très large. Il y a un design éthique pour les uns, ce ne sera pas un design éthique pour les autres. Et c'est juste des choix d'individus, d'êtres humains, de la personne qui clique sur sa souris, qui tape son mail sur son clavier, qui fait un dessin, qui décide de faire un projet. Elle se pose des questions. Et elle fait des choix, elle fait des décisions. Et ça, pour moi, tout ça, c'est des questions éthiques qui sont assez fondamentales quand on travaille. Et donc, j'ai posé cette question un petit peu du design éthique et du monde en déclin. Est-ce qu'il y a un futur pour les designers? J'ai posé cette question sur Internet et j'ai eu quelques réponses, je voulais vous les partager. Des réponses qui sont parfois assez drôles. Donc, on a une première personne qui nous a dit, de façon un peu poétique, on aura toujours besoin de rêveurs, surtout dans un monde désenchanté. Bon, très bien, ça n'avance pas beaucoup, mais pourquoi pas. On a aussi quelqu'un qui nous dit j'ose espérer qu'on aura toujours besoin de designers, à part si on développe une IA capable de tout designer. Dans ce cas, on va tous mourir. Alors ça, je trouve ça assez drôle, la crainte technologique d'une intelligence artificielle qui va tous nous remplacer, faire notre métier, on ne pourra plus manger, ce sera l'enfer. Donc là, il y a une espèce de crainte un peu fictionnelle. Là, il y a un petit peu des gens opportunistes qui disent qu'en cas de crise majeure, il y aura toujours un despote quelconque qui aura besoin de faire des affiches de propagande. Donc pour le taf, ça ira. Je trouvais ça assez drôle, parce que oui, évidemment, on peut aussi se ranger du côté du despote, s'il est éclairé ou pas. Mais en tout cas, c'était une des réponses que je trouvais assez amusante. Il y a des gens un petit peu plus survivalistes qui y vont. On créera des affiches pour trouver des points de ralliement, des modes d'emploi universels pour se recycler professionnellement. Donc là, il y a des gens qui pensent déjà à la suite. On va s'entraider, on va apprendre des choses aux gens, on va faire des affiches, on va faire des visuels, en utilisant leurs compétences. Je trouve ça aussi amusant et intéressant. On a aussi des gens qui veulent transformer leur métier, donc dire ok, on deviendra designer, mais sur la permaculture. Et oui, en permaculture, on parle déjà de design, au sens anglo-saxon du terme, mais il y a déjà du design. Donc c'est assez, pourquoi pas. Et puis il y a quelqu'un qui termine, serais-je un troll si je vous dis que vous ne servirez à rien. Donc c'est assez intéressant parce que là c'est plus quelqu'un qui dit je pense qu'on servira à rien, c'est quelqu'un qui dit vous servirez à rien. Donc voilà, est-ce que c'est un troll ou pas? Bonne question. Et donc la question qui vient juste après c'est ok, nous on va être utile à quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bonsoir. Et ça, c'est des questions que mes étudiants me posent toujours. Mais comment je peux être utile dans mon métier? Donc voilà, je vous présente mes étudiants. J'aime bien les montrer en photo parce qu'ils sont tout fiers après d'être sur les slides et d'être devant des gens. Ces étudiants d'état de design, ils me posent souvent ces questions. Ils ont 19, 20, 22, 23 ans et ils me disent tiens, j'ai envie de faire un métier qui a du sens. Je veux commencer à travailler, je veux m'engager pour des assos, je veux faire du graphisme pour Shepard Fairey, pour Greenpeace, machin. Ok, pour Sea Shepherd, pardon, pourquoi pas Shepard Fairey aussi. Ils veulent y aller, quoi. Et donc je leur dis tout doux, parce que déjà il faut payer son loyer, il faut manger, il faut essayer aussi de faire ses armes, et petit à petit on peut aller sur ses engagements. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une certaine volonté. Donc je vais leur questionner un petit peu à quoi vous tenez vraiment dans la vie. Et ça, c'est des choix aussi, je vous invite à vous poser des questions. Je dis souvent ce à quoi on tient et ce par quoi on tient. Ce qui nous tient en quelque sorte, c'est les choses à laquelle on met beaucoup d'importance. C'est sa belle maison, sa belle voiture, ou alors tout simplement d'avoir du temps, consacrer du temps à sa famille, consacrer certaines choses, certaines activités. Et ça, c'est ce qui nous fait tenir en tant qu'individu. Et donc la question, designer, c'est quoi ton prix, quoi? Combien tu coûtes sur le vivant, sur l'environnement, sur ton burn-out si tu vas mal, sur ta morale, etc. Qu'est-ce qui fait que tout ce que tu mets en place dans ton travail, ça en vaut la chandelle pour ta vie, pour les valeurs que tu as, sur ce que tu rêves toi d'avoir. Et une fois que tu as identifié ce prix, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ça? Avec toute cette valeur, vraiment, à quoi tu tiens? Ça, c'est des questions que j'essaie de poser. Et dans quoi utiliser ce prix? Si demain, moi j'imagine que voilà, je veux une très grande maison, je veux 2 voitures, et pour ça, il va falloir que je fasse du design pour Google, et ben voilà mon prix, et voilà la conséquence de ce prix.
Et si c'est clair pour moi, eh ben, au moins j'en ai conscience. Et donc ça c'est un truc que j'ai commencé à faire et je voulais le partager un peu avec vous aujourd'hui, c'était de pouvoir faire un petit peu son bilan professionnel et personnel pour commencer à préparer cette transition. Ça c'est un truc que je fais, que j'essaye d'anticiper justement pour anticiper un peu les années à venir. Donc actuellement, moi c'est un truc que j'essaye de faire pour cette transition, c'est de diminuer mes revenus et mes possessions, tout simplement pour avoir besoin de moins, donc tout simplement d'avoir besoin de moins de choses. Si j'ai besoin de moins de choses, je vais avoir besoin peut-être de moins travailler, et encore ça se discute, mais en tout cas j'aurai besoin de moins d'argent, de moins de revenus, et ça c'est un truc sur lequel je travaille. Évidemment c'est ma situation très personnelle, c'est ce que je fais, tout le monde ne peut pas dire la même chose, et tout le monde ne peut pas s'engager dans la même voie. Il y aura d'autres voies, mais en tout cas c'est une transition qui est personnelle. Et moi je voulais vous témoigner de ça. Et donc c'est la question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux œuvrer plus pour gagner moins et être plus résilient. Et donc peut-être avoir plus de temps, peut-être avoir plus de connaissances, peut-être me former à d'autres choses. Et c'est aussi ce que je voulais vous partager avec vous. Donc là, je vais vous partager un truc assez personnel, c'est un espèce de plan de bataille personnel. Je précise bien que ça s'applique à ma situation, c'est pour ça que je viens témoigner devant vous un peu ce soir. Et chacun dessinera peut-être son plan de bataille personnel pour essayer d'anticiper un petit peu cette question du futur de demain. Donc ça, je vous le passe rapidement, hein. Je me fais des tableaux mois par mois sur ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire. Vous ferez pause à l'occasion. Et donc, la première étape de ce plan personnel, c'est déjà de faire en sorte que chaque projet de design, c'est un projet qui répond pour moi à une certaine forme d'émancipation. D'émancipation pour moi, mais aussi d'émancipation pour les autres. Et c'est ce que j'ai appelé la dissémination. C'est-à-dire que déjà, la première étape pour cette forme d'émancipation, c'est déjà de refuser des projets. Donc ça, c'est quelqu'un qui me proposait de bosser pour Unilever. Donc j'ai refusé. Avant, je ne vous le cache pas, je disais j'ai pas le temps. J'avais un peu des difficultés à dire non, je veux pas Unilever, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas moral, c'est pas éthique. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia. Hein. Ça, j'avais du mal à le dire. Maintenant, j'essaie de le dire tout simplement sans froisser, en étant poli, en étant correct, mais d'essayer un petit peu d'expliquer et de mettre en avant ça. Ensuite, aussi quand je travaille avec des étudiants, de leur proposer de s'émanciper dans leur questionnement. Et donc là, par exemple, sur un cours de culture design, on a fait un ouvrage sur le design de l'engagement. Tous les étudiants ont bossé sur des articles, sur de la rédaction, sur de la recherche, autour des questions d'engagement et avec le design. Là aussi, c'est un workshop que j'ai fait avec des étudiants. La contrainte du workshop, c'était de dire Geoffrey, tu dois faire en sorte que les étudiants fassent des prototypes interactifs, numériques interactifs. Ok, pourquoi pas, j'ai juste ça comme contrainte, ok. Et ben on a réfléchi à travailler sur des outils numériques pour s'émanciper, pour émanciper les utilisateurs de ces outils. Et donc je leur ai demandé justement de créer un petit outil par groupe pour rendre l'utilisateur plus indépendant, plus résilient, plus autonome et éventuellement, si c'est possible, de faire en sorte qu'à la fin, l'utilisateur, il n'ait plus besoin de cet outil. Voire il n'ait plus besoin de vous, petite équipe de designers qui avez fait votre projet. C'est bon, grâce à vous, il a pu aller de l'avant. Donc par exemple, ils ont fait des prototypes sur comment se déplacer dans la ville sans utiliser Google Maps, comment rencontrer des gens sans utiliser Tinder ou les applications de rencontre, parce que pour eux c'est un vrai sujet. Comment utiliser à bon escient les machines électroménagères qu'on a déjà chez soi, etc. etc. Et l'idée c'est justement de pouvoir créer une forme d'obsolescence de ces outils numériques pour qu'à la fin l'utilisateur se sente grandi. Aussi, ça c'est des étudiants que je vous montrais tout à l'heure, de l'État Design. Il y a 3 ans maintenant, on a fait un petit programme pour des étudiants qui sont décrocheurs, donc qui parfois n'ont pas le bac, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'études, pas de travail, pas de diplôme, pour la plupart, et qui veulent se remettre un petit peu le pied à l'étrier, et on leur fait une formation au web design. Je ne sais pas si j'ai d'autres slides derrière là-dessus. Ouais, voilà, donc ils sont diplômés parfois à la fin de l'année d'un bac +2, donc voilà, ils ont un bac pro +2, donc après ils peuvent reprendre un petit peu les rênes et se retrouver aussi indépendants, plus autonomes. Ils gagnent un peu d'argent, ils savent faire des sites web, donc ils savent gagner un peu de sous, ils peuvent aider leur famille, ils peuvent payer un peu plus leur loyer et se débrouiller un peu mieux. Ça pour moi c'est aussi le fait de disséminer cette émancipation. Ça je voulais vous partager ça aussi, c'est un étudiant qui m'a envoyé qu'il avait eu son bac +2, il était très content. Donc voilà, ça c'était la première étape, c'est la dissémination. C'est le fait de dire ok, essayons de faire en sorte que les autres deviennent indépendants, le plus autonomes, essayer d'être un peu plus résilients. Le deuxième plan, c'est plutôt les engagements. Donc faire en sorte que cet argent que je gagne avec les ONG, les écoles, les entreprises, etc. avec lesquelles je travaille, et ben j'essaie de l'externaliser pour faire de la perte, hein, comme je dis pour mon comptable. En gros, c'est de l'argent qui s'enfuit de ma structure, de mon entreprise. Donc de financer des structures genre comme Human Rights Watch,
comme l'Electronic Frontier Foundation, qui défend les questions de la privacy et de l'accès au numérique à tout le monde, la Ligue de protection des oiseaux, etc. Donc, ou alors le Gentil Jardin qui est derrière chez moi, qui est un jardin partagé, etc. Donc j'essaye justement de soutenir aussi des initiatives de par mon entreprise et de faire en sorte que tout ça, ça puisse n'avoir aucun, entre guillemets, retour sur investissement financier dans ma boîte et juste faire sortir l'argent pour des projets qui, on va dire, à mes yeux, vont dans un certain sens qui me parlent. Donc ça, c'est le deuxième plan, c'est faire fuir l'argent pour éviter que ça circule et que ça essaye de créer une croissance exponentielle et donc de casser un peu ce rythme-là. Le troisième plan, c'est de pouvoir, la troisième étape, c'est de pouvoir me former, moi, personnellement, et puis aussi mes proches, sur ces questions de avant, pendant et après l'effondrement. Et donc ça, c'est de se dire, ok, je travaille tous les jours, beaucoup, et avec ces efforts et cet argent que je gagne et cette démarche que je fais avec les ONG, les associations, comment je vais essayer moi-même de me former pour gagner en résilience. Donc je me suis formé sur le travail du bois, dans un lieu très sympa qui s'appelle Établicienne. J'essaye de me former aussi dans mon propre atelier. Je développe des activités qui n'ont rien à voir avec le design d'interface, graphique, numérique. Je me suis formé à la coutellerie aussi pour pouvoir continuer toujours cette idée d'émancipation en me disant ouais, peut-être demain ça pourrait être utile en tant que designer de savoir faire ce genre de choses. Donc ça c'est mon premier couteau, j'étais assez content. Une fois qu'on s'est formé à la coutellerie, il faut aussi former aux premiers soins parce qu'on peut se couper. Donc ça aussi en disant ok, sur mon temps de travail, se former sur des temps libres sur les premiers secours. Pas forcément pour soi, mais aussi pour les autres. Pour moi, ça fait partie aussi d'une démarche de résilience ou d'émancipation globale. On peut le faire sur son temps personnel, mais aussi sur son temps pro, privé, etc. Se former à la permaculture, ça aussi pour moi c'est hyper intéressant parce que tout ça, ça fait des liens très très forts avec le design, avec mon quotidien designer. Donc la permaculture, voilà, je vous passe les détails, mais on fait du design en permaculture avec de la réflexion, avec de la projection, avec de la visualisation graphique, etc. Voilà. Et puis aussi à l'apiculture, je me suis formé à l'apiculture, j'ai commencé, c'est hyper intéressant. Et je vous passe les détails entre la communication des abeilles et les éléments graphiques qu'on peut leur mettre sur les ruches et l'intelligence du design qu'on peut avoir derrière, c'est fabuleux. Et là, j'ai commencé aussi l'apprentissage de la langue des signes, qui est aussi pour moi une façon de gagner en résilience, d'interaction sociale avec les autres. Donc ça aussi, pour moi, c'est entre guillemets, c'est pas de la fuite de capitaux, mais c'est de l'investissement de mon travail sur d'autres formes de résilience et d'apprentissage, et après que j'essaie de diffuser. Tout ce temps aussi que j'essaie de libérer beaucoup de temps, ça permet de faire un truc que les designers n'aiment pas du tout, c'est-à-dire de faire du travail gratuit. Le travail gratuit, c'est pas bien, il ne faut pas donner son travail gratuitement, c'est mal, on casse le système, on casse le marché. Malgré tout, c'est pour moi hyper important de donner son temps de travail pour des structures qui en ont besoin. Donc ça, c'est juste un exemple d'une association pour l'accès au droit, notamment pour les femmes. Et donc avec une avocate et cette association, on allait interviewer plein de femmes qui sont dans des situations très compliquées, de divorce, de plusieurs enfants et toutes seules, pas d'argent, enfin des choses très très compliquées. On a appris beaucoup de choses et on a essayé de créer un petit jeu de cartes avec ces questions de droit et de pouvoir faire en sorte que ces femmes qu'on avait rencontrées, elles puissent mieux se saisir de leurs droits, tout simplement parce qu'il y a plein de choses, il y a des lois, il y a des droits en France, il y a des numéros d'urgence, il y a plein de choses à savoir et qui ne sont pas forcément accessibles tout le temps. Et donc on a comme ça mis aussi des citations et l'idée aussi de pouvoir faire ces cartes, c'est qu'elles peuvent se les approprier, donc on leur a distribué, on leur a présenté, on a eu des retours, etc. On travaille avec elles là-dessus, et aussi qu'elles puissent les disséminer, les diffuser, les donner à d'autres, les garder pour elles, etc. etc. Donc c'était un projet pareil, c'est minime, c'est petit, c'est pas grand-chose, ça sert à 10, 15, peut-être 50 personnes, puis peut-être ça va se disséminer, tout ça c'est en licence libre, et puis si ça peut être utile déjà à ces personnes-là, c'est extrêmement bien. Ensuite, toujours dans cette idée d'accompagner la résilience, ça c'est un projet que j'ai fait avec une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, qui est une application qui permet d'informer, enfin c'est pas une application, c'est un site web en fait mobile, qui permet d'informer en temps réel tout ce qui est exaction en temps de guerre, donc c'est les viols de guerre notamment, là c'est déployé sur la Centrafrique, de pouvoir tout simplement pour les familles, les ONG, les journalistes, les gens qui ont subi aussi ces exactions, de pouvoir déclarer pour d'une part faire de la data, récupérer de l'information, et d'autre part aussi pour avoir des secours. Parce que je vous passe les détails, mais en gros quand il y a des exactions, il y en a une le jour 1, il y en a 3 le lendemain, et il y en a 10 le surlendemain. Donc c'est aussi des phénomènes de propagation, et tout ça, ça peut être jugé dans les tribunaux internationaux. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler sur des outils comme ça, de résilience aussi psychologique, parce que des fois il y a plein de situations comme ça où il n'y a rien derrière, il y a des gens qui voient, qui ne peuvent pas agir, qui ne savent pas comment faire, et donc on a travaillé sur un truc très léger,
très respectueux de la vie privée, que en texte et en CSS et avec pas d'image, même si on voit ça, mais ça c'est pas d'image, c'est que du CSS, etc., etc., pour pouvoir aussi faire en sorte que ça puisse fonctionner et aider des gens. Voilà, aussi du temps passé pour Adrastia, c'est une association sur les questions d'effondrement, donc de diffusion de l'information sur ces questions de voilà, comment est-ce que demain on peut être plus résilient, donc de cette prise de conscience. Donc pareil, je me suis dit je vais rejoindre l'asso, mais je vais essayer de leur filer un coup de main, donc de faire des plaquettes, des visuels, etc. Et puis aussi, ça c'est un dernier projet que j'ai pu faire aussi, c'est sur Bibliothèques sans frontières. Bibliothèques sans frontières, c'est une structure qui permet de diffuser, d'installer des bibliothèques sur la route des réfugiés, dans des camps de réfugiés notamment, donc bibliothèques papier, mais aussi bibliothèques numériques avec un genre de système de pirate box où ils diffusent un réseau Wi-Fi, il y a des tablettes, des ordinateurs, etc. Et de pouvoir faire en sorte que plein de gens, peu importe leur culture, leur langue, etc., donc là on a fait l'interface en français, anglais, arabe, puissent accéder à des recettes de cuisine, l'apprentissage des langues, des conférences TED, des podcasts, des radios, etc., Wikipédia, etc. Donc dans des pays aussi où parfois Internet est censuré, ou juste il n'y a pas du tout Internet. Donc ça, pareil, c'est du temps passé et c'est du temps construit avec les gens. Donc ça, pour moi, c'est une vraie question aussi que je me pose, c'est comment demain on peut aussi organiser l'autonomie chez les autres pour qu'ils aient plus besoin de nous, designers. Tout à coup, on s'occupe d'une communauté. Moi, en général, ce que je donne toutes mes sources, je donne tout mon savoir-faire, j'essaie de donner le plus possible pour qu'à la fin, ils soient autonomes et qu'ils puissent aller faire d'autres trucs ailleurs, pour d'autres structures, d'autres ONG, d'autres associations. Comme ça, on peut continuer d'avancer. Eux sont autonomes, ils gagnent en résilience, ils n'ont pas besoin d'être accrochés à moi ou d'être accros ou de me payer, machin, et donc on peut avancer. Et le cinquième point de ce plan de bataille personnel, c'est aussi réaffecter le design. Ça, c'est un sujet qui fait un peu crisper les designers parfois, ou un peu grincer des dents, mais c'est de dire comment est-ce qu'on désaffecte un certain champ du design et on peut le réaffecter autrement. Ce que j'ai appelé la transition, c'est de dire demain, et si demain on dit que ça n'est plus du design, que les petits objets marrants, rigolos et qui servent un peu à rien, qui sont faits en pétrole et qu'on jette au bout de quelques semaines, si on dit ça, ok, demain c'est plus du design, c'est autre chose, je ne sais pas comment on peut appeler, et que par contre on définit les outils d'autonomie, les outils qui servent à l'engagement, qui servent à la résilience, à la biodiversité, à la culture du vivant en général. Si on dit ça, ok, ça c'est du design. On essaye de faire un glissement tout doucement, pas forcément brutal, sur ces questions du design. Voilà, il y a des manuels d'ouvrage d'autonomie technologique aux éditions 369, très bien, je vous invite à regarder. Et tout simplement pour faire en sorte que le design, ça devienne un commun. Le fait de dire, on parle beaucoup du commun dans les logiciels libres, dans le savoir, Wikipédia, etc. Mais de faire en sorte que le design doit être un commun. Et donc, faire en sorte que la résilience, le fait que notre métier à nous, c'est de rendre les gens autonomes, compétents, adultes, parfois aussi peut-être plus rêveurs, avec un peu plus de poésie, etc. Faire en sorte que tout ça, ça puisse faire de notre métier et forger notre métier. Et donc, plein de questions aussi, je voulais vous laisser sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on passe du design du consommable, où on vient consommer tout le temps, au design circulaire? Tout à coup, ce qu'on a consommé, et ben en fait, on va le réintroduire dans la boucle, on va recycler, on va récupérer, etc. etc. Ça, c'est une vraie question. Il y a déjà des pistes là-dessus. Je vous invite à aller voir ce que fait IDEO, ce que fait Brieux Safré, etc. Aussi, comment est-ce qu'on passe du design propriétaire au design des communs? De dire, ok, tout ce que je fais en design, ça va appartenir à tout le monde. Je mets tout en licence libre, je mets tout dans les mains des gens. Je vais essayer de leur donner tout ce que j'ai produit. Plutôt que d'avoir le propriétaire. Ça aussi, ça fait crisper pas mal de gens, mais pourquoi pas. Comment est-ce qu'on passe du design du luxe, du prestige, au design inclusif et accessible? Tout à coup, ce design va pouvoir être approprié par les gens, il est inclusif, on va pouvoir l'employer, que ce soit des personnes qui ont la culture du design et qui savent se servir des objets compliqués, ou tout le monde, tout simplement. Comment est-ce qu'on passe du design jetable au design du pérenne, de construire du design qui va pouvoir peut-être durer des années, ou en tout cas pérenne pour des usages, des designs qu'on peut transmettre à des gens. Je ne pourrais jamais transmettre mon ordi ni mon téléphone à mes enfants. Comment passer du design technocentré, du design low-tech au design no-tech? Souvent, on pense et on travaille le design en commençant tout de suite par la solution technologique. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais utiliser un iPad. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire ça en code. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais utiliser du plastique. En fait, non. Ça se trouve, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça se trouve, on va faire autrement. On va faire avec du low-tech, avec moins, en étant plus habile. On va faire marcher les neurones, ça va être plus rigolo. Voire en design non technologique. Il y a peut-être des choses qui sont non technologiques qu'on va pouvoir aussi mettre en avant et utiliser pour faire du design. Comment est-ce qu'aussi on passe du design utilitariste au design de l'utile pour la société? Il y a plein de trucs qui sont très utilitaristes pour nous et qui demain peuvent servir. Ce que vous voyez en arrière-plan, vous ne voyez pas très bien, je vous le montrerai plus tard, mais c'est une tuile qu'on met sur des toits et en fait cette tuile, il y a un petit nid d'oiseau dessus. Je ne sais pas si non, vous ne le voyez pas, hein. Vous le voyez un petit peu peut-être. Et en fait demain, voilà, on peut aussi
avoir des outils pour nous, mais qui peuvent servir à d'autres. Voilà, je ne sais pas, si demain j'ai du papier, je fais un livre en papier, et il y a des pages en papier à graines, ça existe. Bon, bah, si demain ce livre il se perd dans la nature, bon, bah, il va pousser, il y aura des plantes, il y aura peut-être à manger dedans, et il y aura des trucs qui pourront être utiles. Donc ça peut être utile pour les uns et utile pour les autres. Et aussi comment on passe de design de la croissance, tout le temps on va croître, au design post-effondrement, c'est-à-dire avec ces fameuses courbes là que je vous montrais, comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper un petit peu un design dans lequel bah ouais, forcément il y a des trucs qui ne vont plus marcher comme avant. Et tout ça, ça peut s'appliquer sur plein de choses, il va y avoir du travail pour tout le monde, la santé, la communication, les low-tech, la résilience hydrique, qui est un vaste sujet, autant d'hygiène que de santé publique, sur la répartition des richesses, sur la permaculture, sur l'agroforesterie, sur la transmission des savoirs. Si demain on n'a plus internet, si demain il n'y a plus trop de pétrole, ça va être très compliqué, on va perdre beaucoup de savoir. Comment est-ce qu'on continue de transmettre du savoir, les nouvelles formes d'organisation, des entreprises, mais des structures sociales, etc., etc. Là il y a plein de sujets aussi. Bref, il me reste une dizaine de minutes pour conclure, mais je voulais tout simplement vous dire sur ces quelques points. Le premier, c'est d'abord, moi en tout cas c'est comme ça que je voulais vous témoigner, c'était d'abord ce travail sur l'indépendance personnelle sur moi, mais aussi sur ma famille, mes amis, le côté social autour de moi, de travailler ça et œuvrer ça, parce que si on ne peut pas s'aider soi-même déjà et sa communauté, c'est compliqué après d'œuvrer pour les autres. Ensuite, il y a l'indépendance professionnelle, de travailler au fait de comment être indépendant. Donc moi, justement, je suis designer indépendant, j'ai jamais été en salarié, mais j'essaye vraiment de pouvoir imaginer aussi de l'indépendance quand on est en structure, avec de l'allocratie, quand on est en entreprise, avec des structures plus horizontales, etc. On peut faire aussi, essayer de rendre les autres autonomes professionnellement. On fait aussi ce qu'on appelle de la rééconomie, c'est-à-dire réinvestir de l'économie dans autre chose que l'économie capitaliste traditionnelle. Et puis ancrer tout ça dans le local, la durée, l'utile. Et puis après, il y a l'indépendance humaine. Donc ça, c'est vraiment de façon très très large. Faire en sorte que tout simplement le design, ce soit synonyme d'indépendance humaine, donc d'indépendance, d'autonomie, de favoriser le vivant, etc. Et donc, il y a, vous l'aurez compris, beaucoup de chemins. C'est hyper vaste dans plein de sujets. On peut pas, moi, je ne pourrais pas tous les faire. On ne pourra pas tous les faire. Chacun va essayer de prendre un petit bout de ces chemins. Moi, je me demande bien lesquels vous aimeriez choisir. Et comme le disaient mes enseignants, sur la question du moteur d'innovation, de création, c'est justement que l'effondrement, c'est un moteur pour définir le design et puis aussi faire en sorte que le design, ce soit l'outil de nos engagements et tout simplement pour œuvrer pour un design, comme j'ai dit, de la résilience, de l'autonomie et de l'indépendance et faire en sorte que tout ça, ce soit pour moi une nouvelle façon de réaffecter le design. Voilà, j'ai tenu mon timing et je vous remercie pour votre écoute.